Donc bonjour à tous et bienvenue du coup pour ce dernier rendez-vous sécurité. Il s'agit du webinaire numéro 9. Aujourd'hui nous allons traiter du risque amiante, donc les bonnes pratiques de prévention pour le donneur d'ordre et l'employeur. Qui peut être aussi, enfin l'employeur peut également être aussi donneur d'ordre, hein. Voilà, donc le sujet l'amiante, c'est vrai qu'on entend un petit peu moins parler, mais on va voir qu'elle est présente quand même partout encore aujourd'hui. Donc, je suis Garnaud Vincent, chargé de projet santé-sécurité à la CCI Occitanie et aujourd'hui, je serai accompagné de ma collègue, Valérie Vinet, qui fait partie de la CCI du Tarn, pour co-animer ce webinaire avec moi. Juste pour rappel, du coup, que ces webinaires sont organisés dans le cadre d'un partenariat avec la DRETS Occitanie, la CCI Occitanie et l'ensemble des CCI territoriales, puisqu'on a une co-animation tournante sur les thématiques qu'on vous présente. Donc aujourd'hui, ce webinaire s'adresse plus particulièrement à l'entreprise. On n'a pas fait un focus sur tout ce qui était bailleurs sociaux ou voilà, gestionnaire de parcs locatifs. On est vraiment plus sur l'entreprise. Donc le volet en fait travaux en tant que donneur d'ordre, si vous avez identifié qu'il y a de l'amiante chez vous, ou également en fait employeur, puisque si on se met dans une configuration, vous avez une opération de maintenance sur un matériel qui contient de l'amiante, vos salariés vont être exposés à ce risque-là. Voilà pour le cadre. Donc sur l'heure que nous allons partager ensemble, sachant que quoi qu'il se passe, vous le savez, on termine à 16 heures. Il y aura trois temps. Donc le premier, avec Marie-Laetitia Fournier de la DRETS Occitanie, qui va nous parler un petit peu d'actualité, un rappel réglementaire et tout ce qui est obligation pour le donneur d'ordre et l'employeur. Le second temps, avec Monsieur Camina de l'entreprise BNSH TP, sur comment la méthodologie, les bonnes pratiques et la coordination des acteurs sur le déroulement d'un chantier. Voilà, il va nous présenter son retour d'expérience. Le dernier temps sera consacré aux questions-réponses. Voilà, comme je l'ai dit en présentation, posez vos questions au fil de l'eau dans le chat. On y répondra en fin de webinaire. Comme habituellement, en espérant que ça fonctionne, on vous fait interagir par l'intermédiaire des sondages, donc avec l'application Slido. Voilà. Et juste pour rappeler que ce webinaire, du coup, est enregistré, donc vous pouvez retrouver le support, l'enregistrement sur notre chaîne YouTube et l'ensemble des documents qui vous sont présentés vous seront transmis par votre conseiller CCI local. Voilà. J'en ai terminé pour cette partie introductive. Du coup, je vais passer la parole à Marie-Laetitia Fournier de la Brette Occitanie pour la première partie. Je vous souhaite un bon webinaire. Très bien, merci Vincent. Bonjour à tous. Comme il vous a été indiqué, la cible sur laquelle nous sommes focalisés aujourd'hui, c'est l'entreprise en général. Donc, ce ne sont pas les désamianteurs ou les gros donneurs d'ordre qui ont l'habitude de préparer des opérations amiantes, mais plus l'entreprise qui peut être confrontée à cette situation d'une exposition possible à l'amiante. Alors, ce que je vous propose, c'est d'abord, dans un premier temps, de faire un petit point sur qu'est-ce que l'amiante, de quoi parle-t-on, quelques petits rappels des faits sur la santé, avant de pouvoir enclencher sur que peut-on faire en termes de prévention. Et donc, pour démarrer, pour mettre un petit peu tout le monde au même niveau, je vous propose de répondre à la question qui s'affiche dans la petite fenêtre Slido sur votre droite. L'amiante, c'est quoi d'après vous? C'est un produit naturel? C'est un produit fabriqué? Ou les deux? Voilà, je vous laisse cocher à une de ces trois réponses. Verrons ensemble ce qu'il en est derrière, en espérant que ça puisse fonctionner. Alors oui, est-ce que du coup, ouvrez Voilà. l'application Caldio si ça ne s'est pas fait, cochez la bonne réponse ou les bonnes réponses, et logiquement, les résultats sont partagés en direct. Je n'ai toujours pas de retour écran sur Slido, Marie-Laetitia, peut-être ça va Voilà, revenir. moi je vois le Je nombre vois du de direct. Est-ce que tu arrives à voir les résultats de ton côté? C'est bon? non, je vois le nombre de participants, donc on en a eu 13. Il n'y a pas le Et résultat des votes. Bon, mais ce que je te propose alors, c'est de continuer sur
la slide suivante donnait la réponse directement. Alors, avant de vous donner la réponse, je fais des pronostics sur vos réponses peut-être. Vous avez peut-être hésité d'ailleurs, hein, entre est-ce que c'est naturel fabriqué? Eh bien, la réponse, c'est plutôt que c'est un peu les 2 quand même, puisque donc je bascule, alors je resterai dans l'expectative pour savoir ce que vous avez répondu. La réponse, c'est que l'amiante, une fibre naturelle. Donc on est bien sur un produit naturel, c'est un élément minéral qu'on retrouve dans de la roche. Et donc, pour extraire l'amiante, on l'extrait en carrière et ensuite, on le transforme. Donc l'amiante a été utilisé, beaucoup parce qu'il a été utilisé donc en fibre directement comme un produit naturel et puis, ensuite on l'a introduit dans des produits qui ont été fabriqués, comme des plaques ou des tuyaux. Heu et pourquoi on l'a autant utilisé? Eh bien parce que c'est un matériau qui a des caractéristiques techniques très intéressantes. Il résiste très bien au feu et il a une très bonne résistance, mécanique. Heu, de surcroît, il était aussi économiquement très intéressant puisqu'il était peu cher. Donc, on peut se demander, du coup, quel est le problème? Pourquoi pour un matériau, facile, avec plein de caractéristiques techniques et un coût intéressant, heu, pourquoi on en parle aujourd'hui? Eh bien parce que l'amiante, c'est un cancérogène. Donc c'est un cancérogène, ça veut dire qu'il il pose des problèmes sur la santé, je vais vous en parler juste après. Et entre-temps, avant qu'on prenne des dispositions un peu renforcées, voire très strictes sur le sujet, eh bien l'amiante a été introduit dans de nombreux matériaux, dans de nombreux équipements et donc est présent aujourd'hui dans de nombreux bâtiments. Donc sa présence pose essentiellement problème quand les matériaux sont, sollicités parce qu'ils peuvent se dégrader sous l'effet donc de vieillissement, mais aussi, donc quand on fait des interventions sur ces matériaux et quand ils, sont, «agressés» entre guillemets, ils libèrent des fibres et ce sont ces fibres qui vont se disperser et qui vont poser problème derrière. Alors, l'impact sur la santé, alors je ne suis pas médecin du travail, hein, je suis ingénieure de prévention à l'adresse. Pour autant, quelques éléments, médicaux, qui sont connus, et qui sont diffusés par les médecins du travail. La fibre d'amiante est une fibre extrêmement petite. Vous avez ici sur la photo une fibre ici, qui est à côté d'un cheveu. Donc vous voyez, clairement qu'on parle de quelque chose qui est très, très petit et qui est donc non visible à l'œil nu. Et l'amiante, ce sont, plein de petites fibres, ce qui fait qu'1 gramme d'amiante contient des milliards de fibres. La caractéristique aussi de la fibre d'amiante, c'est qu'il y a un rapport entre le longueur et le diamètre et son diamètre qui est important et donc c'est une fibre, qui est très fine et qui est, cassante ensuite quand elle intervient, elle rentre dans l'organisme. Donc elle est inhalée, elle parcourt, le système respiratoire et plus ça va, plus elle est fine et plus elle va loin. Plus elle va dans le poumon et plus elle va dans les alvéoles pulmonaires. Donc quand elle arrive dans ces alvéoles, il peut y avoir 2 types de pathologies. On a ce qu'on appelle les affections non cancéreuses de type pleurésie, plaque pleurale ou asbestose, qui sont des pathologies qui ne sont pas les plus graves en matière d'amiante et qui sont des pathologies qui étaient un petit peu historiques. Au début, les premiers malades de l'amiante, on disait qu'ils avaient une asbestose, qui est le terme anglais de l'amiante. Donc là, ce sont des atteintes dans les poumons. Je ne rentre pas plus dans les détails, je vous l'ai dit, je ne suis pas médecin. La deuxième famille de pathologies qu'on rencontre, ce sont les plus graves et ce sont les cancers. Et donc là, on a 2 types de cancers, au niveau de l'appareil respiratoire. Il y a le cancer de la plèvre, c'est l'enveloppe du poumon. Donc, ici, vous avez un scanner avec donc l'enveloppe, c'est la partie la poche qui dans laquelle est situé le poumon. Et puis après, il y a le cancer bronchopulmonaire, donc plus communément le cancer du poumon, plus connu comme étant en lien notamment avec la consommation de tabac. Et donc ce qui est intéressant de savoir sur ces 2 pathologies, c'est que le mésothéliome est un cancer qui est, très spécifique de l'amiante, et qui est extrêmement grave puisque, là dans les éléments médicaux qui m'ont été communiqués, heu, le problème de la survenue de ce type de cancer qui intervient, des années après l'exposition, hein, il y a une latence de 30 à 40 ans,
La difficulté, c'est que quand la pathologie apparaît, les traitements sont inexistants et la survie, hein, est d'environ 12 mois. Donc là, on est sur un cancer extrêmement grave pour lequel il y a un tableau de maladie professionnelle et il n'y a pas de dose seuil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de quantité en deçà de laquelle on peut ne pas être impacté. Heu et c'est un cancer qui n'a pas de lien direct avec le tabac. Par contre, dans le cadre du cancer bronchopulmonaire, qui peut être aussi, heu, en lien avec, la consommation de tabac, et bien quand il y a tabac et amiante, on «augmente» entre guillemets, les chances, de développer ce type de pathologie. Donc là, on est sur un pronostic qui reste sévère, ça reste un cancer du poumon pour lequel on a certains moyens de guérison tout de même, si le diagnostic est précoce. Mais vous voyez que là, on a vraiment des pathologies extrêmement graves de type cancer, là, en lien dans ces présentations-là avec l'atteinte de l'appareil, respiratoire. Il y a une troisième série de maladies qu'on observe aujourd'hui, en lien avec l'amiante, qui sont d'autres types de cancers pour lesquels les informations scientifiques sont plus récentes et les preuves scientifiques sont plus récentes. Et là, en fait, la fibre va se déplacer et va atteindre d'autres organes dans le corps, comme le larynx ou les ovaires, ainsi que le cancer, donc là, ce sont des cancers dont on parle, hein, colorectal, le pharynx, l'estomac ou l'œsophage, et puis, des mésothéliums un peu particuliers. Donc on a des données, de plus en plus, confirmées, qui nous indiquent, les effets à long terme et graves, quand il y a une exposition, à des fibres d'amiante. En termes de sinistralité, donc là, c'est la CARSAT qui gère ces données. On a environ 2 500 maladies, professionnelles liées à l'amiante qui sont déclarées, donc là, ce sont les données 2020 par rapport aux 2 tableaux de maladies professionnelles qui existent. Heu, donc 2 500 maladies au niveau national. Il faut savoir que ces cancers-là sont extrêmement, coûteux, heu et c'est les 3/4 des cancers qui sont reconnus, au niveau, de l'ensemble des maladies professionnelles sont des cancers qui sont dus à l'amiante. Donc on a affaire à, heu, quelque chose qui est un vrai coût pour la société, qui a un impact économique fort, et qui a un impact évidemment sur la santé, très, très grave. Alors ces données, vous sont rappelées parce que c'est compte tenu de la gravité, de ces éléments-là que du coup, la prévention et la réglementation vont s'organiser en conséquence. Alors, où est l'amiante? L'amiante, là, vous voyez ici, de façon très, synthétique, dans cette maison-là, on en retrouve, du sol au plafond. On peut avoir de l'amiante, ici, dans un flocage qui va être sur le plafond, d'un garage, d'un souterrain. On peut en avoir sur des conduits, ici. On peut en avoir, dans de la colle, sous des revêtements de sol. On peut en avoir, en faux plafond, dans des pièces. On va en avoir sur des, couvertures, heu que ce soit certaines ardoises synthétiques ou que ce soit le classique, fibrociment qu'on peut retrouver. On peut en avoir dans des joints vitriers, donc là voilà la fameuse tôle ondulée, classique. Il peut y en avoir également dans des enduits de façade, donc on a un mélange de produits qui ont été fabriqués, hein, comme voilà, les conduits qu'on a là, et aussi, des ajouts qui ont pu être faits dans des revêtements, lorsqu'on faisait des enduits projetés ou, voilà. Après il y a plein de plaques diverses et variées de plaques fibrociment. Heu, voilà, donc ici vous avez un une liste non exhaustive, hein, puisque, en matière d'amiante, on peut dire que, on aura été très inventif, heu, dans le domaine. Là, vous voyez aussi, j'ai rajouté ici en bas, dans certains enrobés, on en a rajouté. Tout ce qui est lié aussi avec la chaleur, hein, les calorifuges, les conduits qu'on retrouve dans les chaudières, et y compris dans certaines gaines électriques. Donc, une répartition, dans les bâtiments qui peut être, très, très importante.
On en a également dans d'autres domaines. T Par rapport à la résistance mécanique, à cette propriété de résistance mécanique, on va le retrouver, dans l'usage qui est fait dans les moyens de transport, dans certains, équipements qu'on va retrouver à l'intérieur de d'avions anciens, de trains ou de navires, mais également dans tout le domaine des installations industrielles. On peut avoir tout ce qui est en lien grossièrement avec tout ce qui est circulation de fluides, la présence aussi de joints sur un certain nombre d'équipements et de tuyauteries. Dans les revêtements routiers, dans les canalisations, ou les ouvrages d'art, et puis on a l'amiante, qui existe aussi dans certaines, roches naturelles, selon l'endroit où on se situe, en France, et la région Occitanie n'est pas épargnée par la présence d'amiante, dans certains massifs, pyrénéens, dans le massif pyrénéen notamment. Alors une date qui est importante à retenir, c'est celle du 1er janvier 97. À partir de cette date-là, il y a une interdiction de mise sur le marché et d'utilisation d'amiante en France. Donc c'est une date qui est importante parce qu'elle a marqué un avant, un après, et puis qu'elle conditionne aussi un certain nombre d'obligations réglementaires. Heu, mais c'est pas parce que ça a été interdit à un moment donné que ça a résolu le problème de tout ce qui était, en place. Donc quelle démarche avoir de prévention, et comment s'y prendre? Alors la réglementation vient en appui justement et vient expliciter finalement quelles sont les étapes. Alors la réglementation, elle est répartie entre différents codes, parce que, les différents textes s'adressent à différents publics. On va retrouver ainsi des éléments qui vont plutôt protéger les travailleurs, donc très naturellement dans le code du travail, des exigences qui sont prévues, pour protéger la population en général, donc là on va être plutôt dans le code de la santé publique et le code de la construction et de l'habitat, et puis, des risques aussi, pour protéger des risques pour l'environnement au sens large, et là on trouvera, des éléments dans le code de l'environnement. Donc on a bien une transversalité du risque amiante à travers les éléments de réglementation. Alors pour expliciter tout ça en région, on se mobilise, dans le cadre du PRST, du plan régional santé au travail, avec une, heu, une approche, d'un groupe, on a un groupe amiante dans le cadre de ce PRST qui réunit, les services de l'État, mais également, les partenaires sociaux et des acteurs de la prévention pour développer des actions d'information et d'accompagnement de ce dispositif réglementaire. Notamment cette réunion d'information s'inscrit dans le cadre de ce PRST. Donc on a tout un volet réglementaire que je viens un petit peu expliciter, mais on a aussi tout un rôle d'accompagnement, d'acteurs, de prévention qui sont là pour expliciter et faciliter l'appropriation de la réglementation et le déploiement des règles de prévention de façon concrète dans les entreprises. Alors ce risque amiante, eh bien, compte tenu de ce que je vous ai indiqué sur les effets, sur, l'organisme, heu, eh bien, la seule mesure efficace de prévention, qui va nous rester, c'est de réduire, les risques d'exposition à l'amiante. Puisque je l'ai évoqué, les pathologies sont graves, avec pour certaines, heu, des un tableau de guérison extrêmement faible. Donc, il faut éviter, d'inhaler, le plus possible donc ces fibres, et donc les obligations sont construites, heu, en fonction du rôle qu'on peut avoir, dans le dispositif, et donc il y a des obligations qui sont celles du propriétaire ou qui sont celles du donneur d'ordre ou de l'employeur, et vous allez le voir, quand on est dans une entreprise, on peut être, plusieurs choses à la fois. Alors voilà, dans l'entreprise, quelles sont les actions possibles? Eh bien, du coup, ce que j'évoquais à l'instant, il peut y avoir plusieurs casquettes possibles. En tant qu'entreprise, vous êtes un usager de bâtiment. Donc dans ce bâtiment, vous en êtes ou propriétaire ou locataire. Vous pouvez décider de faire des travaux dans votre entreprise. À ce moment-là, dans le cadre de ces travaux, vous serez un donneur d'ordre qui pourra soit commander des travaux en faisant des interventions sur des matériaux, qui contiennent de l'amiante, ou décider d'enlever ces matériaux en amiante, et donc là, vous êtes un donneur d'ordre qui va prescrire des travaux de désamiantage. Vous pouvez avoir vous-même du personnel qui va intervenir, sur les matériaux qui sont présents dans les lieux de travail, et donc là,
vous avez la casquette d'employeur qui fait intervenir ses propres salariés sur des matériaux amiantes. Et puis, vous pouvez aussi envoyer vos salariés chez autrui, donc dans d'autres lieux de travail, pour faire des interventions chez une entreprise, un employeur qui a en responsabilité de prévenir les risques des salariés qui sont susceptibles d'être exposés. Alors, quand on est propriétaire, le code de la santé publique dit depuis 1996, il faut rechercher la présence d'amiante dans les bâtiments. Pourquoi? Pour donner une information aux utilisateurs du bâtiment. Et alors les utilisateurs, ça peut être un locataire qui est particulier, ça peut être un employeur, puisque ce bâtiment peut être le siège d'un lieu de travail, qui peut comprendre donc des différents salariés avec des représentants du personnel qui auront accès à cette information sur la présence d'amiante. Et puis, vous avez certainement dû l'entendre à titre personnel, quand on achète un bâtiment, un logement, dans les éléments qui sont transmis lors de l'acquisition du bien, quand on va chez le notaire, on nous remet à tous un constat de présence d'amiante. C'est un rapport de repérage lors de l'acquisition d'un bien. Donc ces repérages sont faits au titre du code de la santé publique par un opérateur de repérage qui est certifié. Et ensuite, ce rapport ben, vient alimenter, qui s'appelle le dossier technique amiante, qui est donc tenu à la disposition par le propriétaire et qui va concerner tous les bâtiments qui ont eu un permis de construire délivré avant le 1er juillet 97. Tout à l'heure, je vous ai parlé du 1er janvier 97. Le législateur a pensé utile de déborder un peu par rapport à cette date pour intégrer après l'interdiction de mise sur le marché des produits en amiante, pour intégrer qu'il y aurait quelques stocks à éliminer. Et donc, l'existence d'un dossier technique amiante est attendue dans tous les bâtiments qui ont donc eu un permis de construire après le 1er juillet 97. Cette recherche d'amiante va être réalisée sur certains matériaux. Donc, sur des matériaux que l'on va alors après, il y a dans cette réglementation qui est assez précise, il y a différentes listes. Il y a une première liste de matériaux, ce sont les flocages, les calorifugages et les faux plafonds. Ce sont les matériaux qui étaient un petit peu historiques comme très émissifs en matière de fibres d'amiante. Et puis il y a une deuxième liste qui va concerner les matériaux qu'on va retrouver sur la toiture, les revêtements intérieurs-extérieurs, des conduits. Mais attention, ces repérages qui viennent donc donner une première information ont pu être réalisés il y a un certain temps, puisque c'est une obligation qui date de 96 et puis qui a été modifiée au fur et à mesure et alimentée en fonction des données nouvelles qui étaient connues. Mais ces repérages peuvent être visuels, ils peuvent être anciens et donc ils ne sont pas suffisants en cas d'intervention. Donc le dossier technique amiante est une obligation réglementaire pour les propriétaires, mais quand on va faire une intervention sur un matériau, il se peut qu'il n'ait pas été repéré en tant que matériau contenant de l'amiante. Par exemple, quand vous avez une colle sous une dalle ou une colle qui est derrière une faïence, ces matériaux-là n'ont pas été repérés dans le cadre du DTA, puisqu'ils étaient non accessibles directement. Et donc, voilà, le DTA donne une information, mais c'est un premier niveau d'information par rapport à des usagers d'un bâtiment sur lequel on ne fait pas d'intervention. Quand on commence à faire une intervention, on fait des travaux, eh bien là, il faut faire un repérage approfondi. Parce que, comme je l'ai dit juste avant, le DTA est incomplet, n'est pas adapté finalement à l'intervention sur un bâtiment. Quand on fait une intervention, il faut protéger les travailleurs qui vont intervenir, que ce soit dans le cadre d'opérations de maintenance, de réparation ou faire une opération plus lourde d'amiantage. Et ça, c'est le premier niveau, les premières personnes qui pourraient être exposées à de l'amiante s'ils interviennent sur des matériaux amiantés sans le savoir. Et la deuxième cible, ce sont les futurs occupants après les travaux. Si on a fait des travaux sur des matériaux amiantés sans le savoir, eh bien, il peut y avoir un risque de pollution de ces locaux et donc une exposition. Donc, ce repérage amiante avant travaux, il est prévu au titre du Code du travail pour protéger et les intervenants et les futurs occupants. Et donc là, il faut faire appel à un opérateur de repérage
certifié et dans la réglementation, on dit même un opérateur certifié avec mention. Donc, c'est quelqu'un qui a une, une formation approfondie par rapport au type de repérage que j'évoquais préalablement. Donc, ce repérage avant travaux, voilà, il a toute une base juridique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je voulais quand même laisser cette diapositive pour que vous ayez la trame et la source juridique qui s'applique à ce domaine-là. Donc on a un texte législatif, une codification dans le code du travail, un arrêté qui est extrêmement précis sur la façon dont on réalise ce repérage, sur les compétences attendues de l'opérateur, sur la forme du rapport de repérage. Et puis derrière, il y a aussi une norme qui rentre encore un petit peu plus dans le détail sur la modalité technique du déroulement du repérage. Donc on a voilà, donc tous ces éléments qui sont définis dans l'arrêté et dans la norme. Donc celui qui va commander des travaux, le donneur d'ordre, a un rôle central. Les questions qu'il doit se poser avant de lancer des travaux, qu'est-ce que je veux faire? C'est-à-dire, quelles sont les interventions, où est-ce qu'elles vont avoir lieu? De quoi parle-t-on exactement? Et en fonction de ça, il faut rechercher donc la présence d'amiante, savoir exactement où l'amiante peut se situer et en fonction de cette donnée-là, ça va conditionner aussi, le critère attendu pour, retenir une entreprise et pour organiser le déroulement des travaux. Donc le donneur d'ordre va mandater un opérateur de repérage pour faire, cette mission de repérage avant travaux, doit lui donner un programme de travaux, doit lui fournir des informations, lui permettre les accès, va respecter son indépendance et son impartialité et échange avec lui tout au long de la mission. Autrement dit, quand on envisage de faire, des travaux, à sur un bâtiment, si on le missionne pour dire, «Bah, faites-moi un repérage au rez-de-chaussée», alors qu'on va faire des travaux à tous les étages, là, il n'y aura pas d'adéquation entre la mission de repérage et le périmètre des travaux. Donc il faut vraiment, heu, avoir une idée, et donner ces éléments d'information à l'opérateur pour qu'il puisse faire un repérage adapté dans le périmètre, de ce qui va être, déployé après. Si ce donneur d'ordre ne fait pas appel à un opérateur de repérage, il peut être sanctionné pour ces manquements. Heu, je voulais un petit peu préciser aussi sur le rapport de repérage qui sera réalisé. L'opérateur doit suivre la méthodologie qui a été prescrite dans l'arrêté, la norme, il doit rédiger un rapport. Il ne peut pas conclure à l'absence ou à la présence d'amiante, heu, sur juste sur son jugement personnel. Voilà. Il faut vraiment c'est là où c'est l'aspect qui est très différent, du DTA prévu au titre du code de la santé publique. Là, il doit être vraiment précis. Il doit disposer d'informations, soit de traçabilité, il a pu consulter des documents, justificatifs, de composition des matériaux ou alors il fait des prélèvements, il y a une analyse et donc il doit conclure à la présence ou à l'absence d'amiante sans passer par, la case jugement personnel. Ça permettra aussi au donneur d'ordre d'avoir une information sur, exactement où est présent l'amiante et d'estimer les quantités qui seront à enlever, s'il s'agit de désamiantage. En cas donc de non-respect de ce RAT, de ce rapport, de ce, hem, repérage amiante avant travaux, s'il n'y en a pas, ça peut occasionner, bah, des retards ou des surcoûts parce que si on se pose la question en cours de route ou si ça n'a pas été bien fait au départ, il peut y avoir des interrogations, voilà, les entreprises qui interviennent régulièrement, interpellent, le donneur d'ordre en disant: «Mais là, j'avais un repérage, mais là, il me semble qu'il est incomplet parce que ce matériau-là, bah, me paraît suspect». Et puis ça donc les retards, ça crée des surcoûts, donc c'est quand même un petit peu, compliqué. Quand vous êtes une entreprise et que vous faites intervenir, une entreprise extérieure pour réaliser des travaux, quand on est en site occupé et que, les découvertes d'amiante en cours de route se font, ça pose des problèmes effectivement de surcoût, quand on maintient des travaux, dans ces conditions. Donc les sanctions, elles existent en sanctions, il y a des sanctions pénales, et il y a également des sanctions administratives qui peuvent être, relevées.
Donc, quelles sont les obligations du donneur d'ordre? Une fois qu'il a connaissance de cette présence d'amiante, en fonction, alors c'est là où on va parler de deux types de travaux qui peuvent être réalisés. Vous avez peut-être déjà entendu parler de travaux de sous-section 3 ou de travaux de sous-section 4. Qu'est-ce qui se cache derrière? Les travaux de sous-section 3, ce sont les travaux de retrait d'encapsulage d'amiante. En fait, ça, c'est quand le donneur d'ordre va dire: «Moi, j'ai connaissance, de présence d'amiante à tel et tel endroit de mon bâtiment. Je souhaite enlever, retirer, cette amiante». Alors, des fois, c'est pas juste pour le plaisir de se dire: «Je veux l'enlever», c'est parce qu'il a prévu certains travaux de réhabilitation. Au milieu, il y a de l'amiante et pour faire ces travaux de réhabilitation, il y aura une phase intermédiaire qui consiste à enlever cette amiante. Alors que la sous-section 4, ce sont toutes les interventions qui vont avoir lieu sur des matériaux amiantés sans que pour autant, à la fin de l'intervention, on les ait enlevés. Donc ça, cette distinction, c'est le donneur d'ordre qui l'établit en fonction des travaux qui sont à réaliser. C'est au donneur d'ordre qu'il appartient de déterminer si ce qu'il va réaliser relève de la sous-section 3 ou relève de la sous-section 4, en fonction finalement de la finalité de l'opération en ce qui concerne la présence d'amiante. Ces choix sont pas sans conséquence. Le fait de faire de décider de faire un retrait d'amiante va conditionner le recours, à une entreprise, certifiée. En région Occitanie, on en a à peu près 120, donc on a largement de quoi disposer d'entreprises compétentes pour couvrir, la demande de travaux qu'on peut avoir. En sous-section 4, c'est pas une entreprise certifiée, mais enfin, il faut quand même qu'elle ait des compétences et je vais faire un petit rappel sur les compétences attendues. Donc, point de vigilance, attention, entre, ce choix sous section 3, sous section 4, hein, c'est pas le choix de l'entreprise qui doit vous faire dire, quelle sous-section on est, c'est plus, la nature des travaux. Donc, prenez soin de choisir vos entreprises, de discuter avec elles, pour voir si elles ont bien la compétence, pour réaliser les travaux et la capacité à le faire. Heu et attention donc à la sous-estimation des moyens nécessaires, hein. Quand il y a une consultation d'entreprise, on peut en voir certaines qui prennent peu de moyens pour aller plus vite et pour que ça coûte moins cher et on peut se retrouver avec des difficultés derrière parce qu'une intervention, réalisée dans des conditions dégradées va vous laisser derrière un local susceptible d'avoir été pollué, qui pose des problèmes d'exposition pour les usagers futurs du local. Alors, quand on est un employeur, parce que vous êtes aussi un employeur, donc le donc l'entreprise sous section 3, pardon, alors quand on est employeur et que vous avez du personnel qui va intervenir, sur des matériaux amiantés, vous pouvez donc être considéré comme une entreprise compétente et donc il vous faudra réaliser ce qui s'appelle un mode opératoire, c'est-à-dire rédiger un document qui définit pour chaque type d'intervention comment, l'entreprise va s'y prendre, comment les salariés vont intervenir, avec quel matériel, avec quels moyens de décontamination et dans la présentation qui suivra, vous aurez des illustrations plus concrètes, de ces modalités d'intervention. Quand vous faites appel à une entreprise qui est certifiée pour, rédiger, pour, intervenir et faire un désamiantage, elle doit réaliser un plan de retrait amiante qui décrira toutes ses procédures et sa façon d'intervenir et ce document doit être envoyé, à l'inspection du travail, à la CARSAT et à l'OPPBTP via une nouvelle application, un applicatif qui est en service en Occitanie depuis le 1er janvier 2022 qui s'appelle Dématamiant. Ce plan de retrait doit être envoyé un mois avant le démarrage des travaux, sauf en cas d'urgence, qui est un cas particulier. L'employeur, qu'il intervienne dans le cadre d'une opération de sous-section 3 ou de sous-section 4, devra de toute manière faire former ses salariés. Les salariés ont un temps de formation, et un contenu de formation qui répond aux dispositions d'un arrêté. Il y a des durées de formation qui sont proportionnées au fait que c'est une entreprise, une intervention en sous-section 3 ou en sous-section 4. Quand il s'agit, d'une formation pour des interventions sous section 3,
l'employeur doit faire appel à un organisme de formation certifié. Donc, on a ici des volumes de formation qui peuvent aller jusqu'à 10 jours pour les encadrants techniques. Donc, ce sont des modules de formation qui peuvent être, voilà, qui sont vraiment adaptés qui sont proportionnés à l'intervention, à la fonction qu'a la personne dans l'entreprise et au type d'intervention. Donc, les obligations de l'employeur qui seront détaillées dans les différents documents, plan de retrait, mode opératoire, vont s'appuyer sur la précision, sur les moyens de protection collective ou individuelle qui auront été choisis et qui seront mis en œuvre et qui devront être adaptés à l'opération. En matière d'amiante, on parle aussi beaucoup de décontamination des travailleurs, puisque par rapport à l'aspect santé, impact sur la santé que j'ai évoqué, on va se protéger avec des masques, avec des combinaisons, mais il y a un moment où on va les enlever. Donc ce moment-là, il est important, c'est la phase de décontamination, donc c'est là où il faut des procédures extrêmement précises pour éviter que l'opérateur soit contaminé à ce moment-là. Et il travaille avec des équipements qu'il va falloir aussi décontaminer. Et ces opérations-là vont produire des déchets. Donc là aussi, il faut une description de procédure qui explique comment est-ce qu'on s'emploie à évacuer les déchets. Alors, les obligations de l'employeur vont finalement consister à évaluer les risques au préalable sur la base, au tout début, du repérage, où est l'amiante. En fonction de cette connaissance de présence d'amiante, l'employeur va mettre en œuvre ce qu'on appelle des processus. Un processus, c'est un descriptif d'un moyen d'intervention en fonction de certains matériaux selon la technique employée et selon le moyen de protection qu'on va mettre en œuvre. Par exemple, on va retirer des plaques de fibrociment en toiture. Donc, l'employeur décrira, voilà comment je retire mon fibrociment en y accédant par le dessus, en dévissant, en mettant un moyen d'humidification. Voilà, donc vous voyez, il y aura toute cette partie descriptive du mode opératoire. Alors attention, ne pas oublier qu'il y a d'autres risques avec l'amiante que le risque d'exposition et d'inhalation de fibres. En matière d'amiante et en matière de fibrociment, le premier risque que l'on voit et que l'on constate malheureusement chaque année dans notre région comme ailleurs, c'est la chute de hauteur. Donc là, c'est un élément à ne pas du tout négliger. On a beaucoup d'accidents graves et mortels par rapport à des chutes depuis des toitures fibrociment. Parce qu'il y a une résistance mécanique, mais par contre, la toiture est sujette à un vieillissement, à une dégradation liée aussi aux intempéries, à la chaleur. Donc, et ce ne sont pas du tout des matériaux qui sont faits pour circuler. Voilà. La résistance mécanique, ça ne veut pas dire la résistance à porter un individu. Donc, malheureusement, on passe facilement à travers. Donc, en fonction des processus qui seront choisis, eh bien, l'employeur a cette obligation d'adapter les moyens de protection collective et individuelle en suivant deux principes. Choisir toujours le moyen qui réduit le plus bas possible les émissions, qui réduit le plus bas possible l'exposition, avec une réduction aussi de la durée des interventions. Donc, tout ça aussi pour garantir l'absence de pollution des locaux, des équipements et de l'environnement. Oups, j'ai une question à vous poser. On a été un peu. J'ai failli. Ah, vous étiez en retard. Bon, Du coup, c'est bon, voilà. l'application refonctionne. Voilà, c'est les magies du direct. Donc, logiquement, je viens de la lancer, elle apparaît chez vous. Donc, en lien avec ce qui vient d'être dit, du coup, sur que faire des déchets d'amiante. Donc, vous avez quatre propositions. C'est un questionnaire à choix multiple. Donc, vous pouvez en sélectionner plusieurs. Donc, le premier point, c'est les amener à la déchetterie. Ils seront recyclés. Le second, c'est les faire évacuer par une entreprise spécialisée. Troisième point, en fait, c'est l'entreprise qui fait les travaux s'en occuper. Donc, potentiellement, on se dit qu'on est plus responsable de ces déchets-là. Et le dernier point, voilà, une solution qu'on a déjà vue, on ne sait pas trop. Donc, s'il n'y en a pas beaucoup, pourquoi pas faire un trou dans le jardin et puis on peut les stocker là.
Voilà, on vous laisse une minute pour répondre. Je vois que voilà, les premiers éléments de réponse sont apparus sur mon écran. Marie-Laetitia, est-ce que tu vois les répartitions ce coup-ci? Sinon, je le fais Non, pour toi. non, je vois pas les répartitions, je vois le nombre de votants, mais D'accord. Alors, les derniers, on vous laisse le temps de répondre. Je vois que vous êtes un peu plus de 10 à avoir répondu. Allez-y, hein, c'est anonyme pour ces sondages-là. il n'y a rien à gagner. Rien à gagner non plus. Donc, allez, c'est sur les premières tendances comme ça sera le dernier, le temps de répondre. Mais je crois qu'un son, on a déjà des grandes tendances. Donc, amener à la déchetterie, donc pour recyclage, 11% des réponses. Les faire évacuer par une entreprise spécialisée, 83% de réponses. Et, bon, voilà. Et sur le dernier point, sachant que voilà, vous pouvez partager les réponses, l'entreprise qui fait les travaux s'en occupe 50%. Donc, personne, en tout cas, je vous félicite, personne ne fait un trou dans le temps. Et, On l'a déjà eu celle-là. et pourtant, ça existe un peu. Alors, mais c'est pas évidemment à recommander. Donc, le sondage est terminé, Oui, Vincent? c'est bon, merci pour vos réponses. Voilà, Je te laisse voilà, passer la main voilà. à Monsieur Voilà. Bernard. Alors, donc du coup, par rapport à vos réponses, voilà. Donc, l'amener à la déchetterie pour recycler, euh, bon, c'était un peu piégeux parce que amener à la déchetterie, oui, pour recycler, non. L'amiante ne se recycle pas. Avec la mesure d'interdiction d'amiante que j'ai indiquée au 1er janvier 1997, on ne peut pas recycler l'amiante. Sinon, on remet une pièce dans la machine et on peut retrouver des produits contenant de l'amiante. Donc, l'amiante, dès qu'un produit amiante est déposé, ça devient un déchet et il faut l'éliminer. Alors, on peut passer par la case déchetterie. Certaines acceptent les déchets d'amiante, pas assez aujourd'hui. Ça, c'est un sujet sur lequel on travaille dans le cadre du PRST. Mais actuellement, l'élimination se fait dans des centres spécialisés, essentiellement par stockage, un petit peu par inertage, mais très, très à la marge. Donc, c'est beaucoup des déchets qui vont terminer dans un lieu de stockage. Euh, donc, après, qui s'occupe de cette opération? Euh, vous voyez, je vous ai mis un professionnel compétent. Alors, qui c'est un professionnel compétent? C'est une entreprise qui, donc si c'est un transporteur, voilà, il se sera inscrit en préfecture pour dire qu'il transporte des déchets dangereux. Si c'est une entreprise de désamiantage, elle doit normalement bien connaître ce circuit-là. Et si c'est une entreprise qui intervient dans le cadre d'une intervention de sous-section 4, eh bien, c'est à vous, donneur d'ordre, de bien vous assurer qu'elle maîtrise les lieux de destination des déchets parce que le donneur d'ordre est le propriétaire du déchet. Je me rends compte qu'il y a même un S, jusqu'à son élimination. Donc, il est de votre responsabilité, et là, on est dans le cadre de l'obligation prévue par le Code de l'environnement, de bien s'assurer de la bonne filière d'élimination jusqu'au bout, jusqu'au lieu de stockage final. Alors, le stockage au fond du jardin, qui hélas est parfois constaté, euh, est un, un choix qui présente un risque fort de dispersion de fibres donc dans l'environnement et donc qui peut occasionner une exposition des riverains. C'est également quelque chose qui est réprimé très fortement dans le Code de l'environnement avec plusieurs centaines d'euros possibles comme amende à la clé. Ce n'est pas du tout le mode d'élimination qui est attendu, bien évidemment. Alors, on a fait au niveau régional une première plaquette à gauche sur la gestion des déchets d'amiante en Occitanie. Euh, vous avez une carte qui vous précise quels sont les lieux de stockage et les lieux de transit de déchets d'amiante. Donc, normalement, si un professionnel vous dit, voilà, je vais l'amener à tel endroit, vous pouvez comme ça vous assurer qu'il utilise, il connaît bien les bons lieux qui sont
aujourd'hui légalement autorisés. Alors là, ce n'est que la carte de l'Occitanie, hein. Il y a bien entendu d'autres lieux en France et dans les régions voisines notamment. Nous avons préparé une deuxième plaquette qui n'est pas encore disponible sur l'accueil d'amiante en déchetterie pour expliciter auprès des gestionnaires de déchetterie comment aménager la déchetterie pour recevoir ces déchets d'amiante. Voilà, donc en synthèse de cette présentation, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il est indispensable de prendre le plus en amont possible d'une opération, heu, la pour les bâtiments qui datent d'avant 97, il faut vraiment anticiper, commencer par le repérage avant travaux pour avoir une idée précise de la présence d'amiante ou pas. Quand on parle d'un bâtiment qui est chez vous, mais quand vous faites intervenir des salariés, des travailleurs de vos entreprises chez autrui, et ben, ce repérage amiante avant travaux, il doit être réalisé par celui qui vous aura demandé des travaux. Donc c'est vraiment la 1re information parce qu'en fonction de cette présence d'amiante, eh bien, c'est à partir de là que vous pourrez programmer, et organiser les travaux, faire le choix des entreprises, suivre ces entreprises et voir si effectivement en fonction des documents qu'elles auront réalisés, que ce soit un plan de retrait ou que ce soit un mode opératoire, vous pourrez vérifier que le déroulement des travaux, se passe comme c'était prévu. Et à la parce qu'il vous appartient d'assurer ça pour aussi protéger les utilisateurs de vos bâtiments, qui peuvent être d'ailleurs pas très loin, hein, quand on a des travaux en site occupé. Et puis à la fin, vous assurer de l'élimination correcte, des déchets qui ont été générés par ces opérations. Voilà, donc je pense qu'il y aura peut-être quelques questions et j'y répondrai bien volontiers, mais je pense on va passer sur la présentation suivante. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Marie-Laetitia. Oui, du coup, on a noté quelques questions, mais bon, on va continuer à dérouler. Je précisais qu'on y répondrait à la fin. Du coup, Monsieur Caminada, à vous de C'est vous présenter et je passe les slides pour vous. c'est parti. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc l'objectif de mon intervention, c'est de vous présenter un petit peu comment se matérialise sur chantier toutes les obligations amiantes dont vient de parler Madame Fournier. Avant de commencer, je vais rapidement vous présenter l'entreprise Benezech et mon expérience dans le milieu de l'amiante. Donc Benezech TP est une PME liégeoise fondée en 1953. L'activité principale de l'entreprise, c'est la pose de canalisation pour l'assainissement et l'eau potable. En parallèle de tout ça, on a toujours fait du désamiantage dans le cadre des chantiers de démolition, mais la décision a été prise de développer cette activité comme une branche à part entière en 2012, quand la réglementation amiante a fortement évolué, notamment avec l'obligation de certification des entreprises. Aujourd'hui, donc Benezech TP en amiante, c'est 3 équipes, 2 conducteurs de travaux et un chargé d'études. La particularité de notre entreprise, c'est d'avoir également un centre de stockage de déchets amiantes et une plateforme de recyclage de matériaux qui elle, n'a rien à voir avec l'amiante, mais qui permet en fait de fonctionner beaucoup sur un modèle d'économie circulaire. Voilà, donc on va passer à la partie chantier amiante. Madame Fournier vous en a déjà longuement parlé, mais le rapport de repérage amiante, c'est vraiment le point de départ quand on envisage des travaux. Au-delà de l'aspect protection des personnes et de la santé, il y a aussi l'aspect financier, puisque certains projets, une fois que le rapport de repérage amiante avant travaux a été effectués peuvent être remis en cause ou nécessiter des modifications en fonction des résultats pour coller au mieux au budget qui avait été prévu. Donc le point à retenir, c'est que c'est un document qui est indispensable si on veut maîtriser le budget et les délais des travaux qu'on entreprend, parce que un diag mal fait avec de la découverte d'amiante en cours de chantier, ça peut être un budget qui explose, ainsi que les délais, parfois dans des proportions assez importantes. Voilà. Donc ensuite, les petits travaux, on pense, on va dire assez naturellement
à la présence éventuelle d'amiante quand on entreprend des gros travaux de rénovation ou de démolition. C'est moins le cas quand on fait des petits travaux du quotidien. Et pourtant, c'est le risque d'être exposé est souvent sans protection. Donc j'ai listé quelques exemples de petites interventions qui peuvent exposer à l'amiante. Installer, par exemple, un distributeur de savon sur la crédence d'un lavabo qui est en faïence, c'est le risque de se retrouver en présence de colle de faïence amiantée. Réparer ou mettre en place un arrêt de porte au sol, mais c'est la possibilité de tomber sur un revêtement de sol ou de la colle amiantée. Même chose pour l'installation, par exemple, d'un luminaire au plafond ou le déplacement d'une prise électrique. On peut avoir sur les parois et les plafonds, notamment de l'enduit-plâtre amianté, qui est un matériau très dangereux. Donc c'est un réflexe qu'il faut avoir, c'est que même pour des petits travaux, il faut penser amiante et donc repérage amiante avant travaux. Aujourd'hui, on considère que ce sont les métiers du second œuvre qui sont le plus exposés, puisque un désamianteur, lorsqu'il intervient, il sait qu'il y a de l'amiante, il a les équipements de protection adaptés et il est formé pour ça. Un plombier chauffagiste, par exemple, qui va installer une pompe à chaleur chez un particulier, exemple type, il va percer des murs, il va fixer des tuyaux au mur. C'est le risque pour lui d'être exposé et bien souvent, il n'a aucun document qui le prévienne de la présence d'amiante. Donc c'est un point de vigilance particulier. Même des petits travaux peuvent vous exposer au risque amiante. La clé de la réussite pour un chantier de désamiantage, mais globalement un chantier en présence d'amiante, c'est la préparation. Il y a un gros travail de préparation qui est nécessaire avec tous les acteurs, donc avec des échanges d'informations entre le donneur d'ordre, l'entreprise, le coordinateur sécurité lorsqu'il y en a un. Ce que je constate, moi, en réunion de chantier, c'est que l'activité amiante a vraiment un besoin d'anticipation accru par rapport à d'autres corps de métier. En conduite de travaux amiante, 80% du temps qui doit être consacré au chantier l'est avant même le démarrage de nos équipes sur site pour effectuer le retrait. Donc vous avez sur le slide un petit exemple de certains des points euh, qui doivent être traités en préparation de chantier et pour lesquels on a une obligation d'anticiper, soit réglementaire, soit imposée par l'organisation du chantier tout simplement. On peut passer à la diapo suivante. Donc le plan de retrait, c'est un peu la feuille de route du chantier. L'entreprise dedans, il décrit tout un tas d'informations qui concernent les mesures de sécurité, la méthodologie de travail, le programme de contrôle, la gestion des déchets, etc. Il y a en tout 18 points qui doivent être abordés. Et comme vous l'a dit Madame Fournier tout à l'heure, c'est un document qui est diffusé donc aux organismes de prévention, que sont l'inspection du travail, la CARSAT et l'OPPBTP, un mois minimum avant le démarrage du chantier. Donc, ça a aussi un impact sur les délais des travaux. C'est-à-dire qu'à la commande des travaux, au mieux, dans le meilleur des cas, le désamiantage ne peut démarrer que 5 semaines après la réception de la commande, puisqu'il faut le temps de préparer le plan de retrait, de le diffuser et ensuite donc de respecter le délai réglementaire d'un mois. Un point qui est assez méconnu et qui a son importance, c'est les mesures d'empoussièrement. Donc, ce sont des contrôles qui sont effectués dans l'air avant, pendant et après les travaux de désamiantage. C'est des mesures qui sont réalisées par un laboratoire certifié COFRAC. Le principe, c'est de s'assurer que pendant et surtout après la réalisation des travaux, l'air du local n'est pas pollué, que les seuils qui sont fixés donc, par le Code du travail et le Code de la santé publique notamment sont respectés. Le principe de fonctionnement du prélèvement, c'est de l'air qui est aspiré pendant une durée définie par la norme au travers d'un filtre. Ce filtre est ensuite envoyé en laboratoire et après avoir subi plusieurs traitements, il passe au microscope où il y a un comptage des fibres d'amiante qui est effectué. Et ensuite, le résultat exprimé étant donc en fibres par litre, donc à comparer au seuil réglementaire
code du travail et code de la santé publique. C'est un poste important. Souvent, les clients sont surpris par le montant de ce poste. Ça peut représenter 15 à 20% d'un devis de désamiantage, et ça peut monter jusqu'à 50% sur les petits chantiers. Il faut savoir que le nombre de prélèvements réalisés n'est pas défini par l'entreprise, mais il est défini par le laboratoire à partir d'une norme. Et ce plan de prélèvement donc, est retranscrit dans ce qu'on appelle la stratégie d'échantillonnage. D'autres contrôles sont effectués sur les chantiers désamiantage, notamment le contrôle du bilan aérolique, des vitesses d'air dans les sas de décontamination, par exemple, ou la mesure de la dépression en zone confinée. Tous ces contrôles sont compilés dans un registre de chantier, donc qui est tenu à la disposition des organismes de prévention et de l'organisme certificateur, qui peut à tout moment faire des contrôles inopinés sur chantier. Et donc, voilà, le point suivant, c'est les obligations du maître d'ouvrage. Non, on était bien, Vincent, avec la diapo précédente. Voilà, merci. Donc, l'entreprise n'est pas le seul acteur à avoir une obligation de contrôle quand il y a des travaux de désamiantage. Le maître d'ouvrage, le donneur d'ordre en a également. Et je voudrais donc insister sur le point des mesures d'empoussièrement après travaux, donc qui permettent la restitution des locaux. L'entreprise donc a l'obligation de réaliser ce qu'on appelle la mesure de première restitution après ces travaux de désamiantage. Et le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage, lui, a deux mesures qui lui reviennent, donc qui sont la mesure de fin de chantier, qui intervient après le départ de l'entreprise de désamiantage, avant l'intervention d'autres entreprises, que, par exemple pour la rénovation d'un bâtiment, et la mesure de deuxième restitution, qui, elle, intervient à la fin des travaux, lorsque les utilisateurs du bâtiment vont reprendre possession des locaux. Voilà. Donc ça, ce sont des mesures qui sont importantes, qui permettent de garantir la sécurité des gens qui vont occuper les locaux. Un autre point de contrôle qui appartient au maître d'ouvrage est l'examen visuel. Donc, c'est souvent quelque chose qui est réalisé par le diagnostiqueur, et c'est une vérification en fait visuelle de la bonne exécution des travaux de retrait et de nettoyage après désamiantage. Et c'est à la fois une garantie pour l'entreprise qui voit son intervention validée par cet examen visuel qui confirme l'absence de résidus, et pour le donneur d'ordre donc, qui s'assure que les travaux ont été réalisés correctement. On peut passer à la diapo suivante. Voilà, donc une autre spécificité des travaux de désamiantage, c'est la gestion du temps de travail, qui est contrainte par le port du masque respiratoire par les opérateurs. La réglementation donc le limite à 6 heures maximum par jour et 2h30 au maximum en continu. Donc, ce qui impose donc à nos opérateurs de faire 3 vacations. En général, on fait 3 vacations de 2 heures par jour, avec des temps de pause imposés entre chaque pour leur permettre de récupérer, puisqu'en fait, le port de ce masque respiratoire, bien qu'il soit assisté par un moteur, génère une fatigue au niveau des opérateurs qui ont besoin donc de récupérer. Vous avez sur la droite de la diapositive l'exemple d'une journée type d'un opérateur de désamiantage avec les différentes tâches et le temps qui est consacré à chaque tâche. Pardon. Ça signifie que les phases d'habillage et de déshabillage étant inclus dans le port du masque, puisque dès que la personne a le masque sur le visage, le décompte tourne. Un opérateur de désamiantage ne travaille que 5 heures à 5 heures et demie par jour. Quand je dis ne travaille, c'est n'effectue du retrait de matériaux que 5 heures à 5 heures et demie par jour. Donc c'est aussi un point qui explique à la fois le coût des travaux en désamiantage et aussi le planning qui parfois paraît long au regard de la quantité de matériaux à retirer, mais qui s'explique en partie donc par cette gestion imposée du temps de travail. Les EPI amiantes, donc le personnel a à sa disposition un certain nombre d'équipements. Le principe est de complètement s'isoler de l'environnement de travail dans lequel peut se trouver des fibres d'amiante en suspension dans l'air.
Donc vous avez un exemple photo sur la gauche d'un opérateur complètement habillé, donc équipé de ses sous-vêtements jetables puisque il devra les quitter pour la douche de décontamination, la combinaison, les gants de manutention sous lesquels se trouvent des sous-gants étanches, les bottes décontaminables, le masque donc à ventilation assistée dont on a parlé avec le temps de travail, et toutes les jonctions entre ces différents éléments sont assurées par du ruban adhésif pour une parfaite étanchéité, puisque donc on sait qu'il est possible que des fibres d'amiante rentrent par la peau et migrent ensuite, notamment par le sang. Un schéma donc de la procédure de décontamination du personnel. Je vais le commenter rapidement, mais donc cette procédure est accomplie à la fin de chaque vacation, c'est-à-dire qu'un opérateur de désamiantage effectue ce parcours 3 fois par jour. Donc c'est assez contraignant. Donc une fois qu'il a fini sa vacation en zone, il va s'aspirer avant de rentrer dans le premier compartiment. Dans ce compartiment, il y laisse tous les suréquipements qu'il va réutiliser à la prochaine vacation. Donc ça peut être des gants anti-coupure, ça peut être un casque anti-bruit par exemple. Il prend ensuite donc une première douche tout habillé pour nettoyer la combinaison avec un temps imposé pour respecter notamment le renouvellement d'air dans le sas. Il passe ensuite dans le compartiment numéro 3 où il se déshabille entièrement, y compris donc les sous-vêtements jetables qui lui sont fournis, avant de prendre une deuxième douche. Pendant cette première moitié de la douche, il va nettoyer son équipement de protection respiratoire, donc il a toujours sur le visage, avant de l'éteindre et de le quitter, pour ensuite finir par sa douche d'hygiène. Et donc dans le dernier compartiment, il va se rhabiller, soit avec son bleu de travail si il a d'autres activités à faire dans la journée, soit avec les sous-vêtements et la combinaison qu'il réutilisera à la prochaine vacation. Et donc ensuite, il quitte le sas de décontamination pour aller prendre sa pause obligatoire. Donc, le confinement dynamique, c'est un principe de prévention, un moyen de prévention qui est mis en œuvre notamment pour le retrait des matériaux à l'intérieur des bâtiments. Le principe, c'est une mise sous cloche de la zone de travail, donc avec la protection, on le voit au milieu de l'écran, la protection de toutes les surfaces qui ne sont pas amiantées et qui sont potentiellement contaminables lors des travaux de retrait. Le principe d'un confinement dynamique, c'est créer en fait un flux d'air de l'extérieur, donc de l'air propre qui va être aspiré à l'intérieur de la zone par des appareils qu'on appelle les extracteurs d'air, que vous voyez en bas à droite de la diapo et que vous voyez également sur la photo centrale, c'est les carrés grillagés. Ce sont des machines équipées de moteurs qui en fait aspirent l'air à l'intérieur de la zone et le filtrent avec des filtres très haute efficacité, donc qui captent les particules d'amiante avant de le rejeter à l'extérieur. Le principe étant donc de renouveler sans cesse l'air à l'intérieur de la zone de travail pour en abaisser la concentration en fibres d'amiante et donc protéger au maximum le personnel qui intervient. Vous avez donc en haut à gauche de la diapo la photo d'un sas de décontamination avec l'unité de chauffe et de filtration qui est à côté, donc qui est un équipement qui permet de fournir l'eau chaude des douches pour les opérateurs et qui également récupère les eaux souillées pour les filtrer avant de les rejeter. Et vous avez en bas à gauche de la diapositive un contrôleur de dépression. Donc, c'est un appareil qui permet de s'assurer en temps réel et en continu que la pression atmosphérique à l'intérieur de la zone de travail est légèrement inférieure à celle de l'extérieur, de l'ordre de 20 pascal, de façon à ce que si jamais une déchirure ou un quelconque problème apparaissait, ce soit de l'air propre extérieur qui soit aspiré vers l'intérieur de la zone et non pas de l'air souillé qui soit rejeté à l'extérieur. Ce contrôleur des pressions, il contrôle également de façon automatique le déclenchement d'un extracteur de secours qui vient en renfort, on va dire, si la dépression venait à baisser trop bas au niveau de la zone de travail. On peut passer donc à la diapositive suivante qui concerne l'installation électrique de chantier. Elle est spécifique donc en termes de travaux de désamiantage.
D'une part, parce que les coffrets chantiers doivent avoir une sélectivité au niveau des prises électriques, de façon à ce que si un appareil électroportatif, par exemple, fait disjoncter, seule la prise sur laquelle cet appareil saute et que le reste de l'installation de chantier puisse continuer à fonctionner. Une autre particularité importante, c'est l'obligation d'avoir une installation électrique secourue, c'est-à-dire par un groupe électrogène, qui, par l'intermédiaire d'un inverseur, va déclencher son démarrage en cas de détection d'une coupure électrique sur le réseau. Voilà. Et le groupe électrogène doit être capable ensuite, lorsque le courant revient, de rebasculer sur le branchement électrique de chantier. L'installation donc électrique amiante est obligatoirement vérifiée par un organisme certifié. Pardon. On peut passer à la suite. Une autre particularité importante des travaux désamiantage, un point essentiel, c'est la gestion des déchets, tant en termes de conditionnement, de transport que d'élimination. Donc le conditionnement comme le transport et l'élimination sont très cadrés par la réglementation. Vous avez sur la droite de la slide donc un exemple de conditionnement en haut de palettes sur palettes de plaques de toiture amiante ciment. Les déchets de plus petite taille peuvent être conditionnés en double sac étanche, puis regroupés dans ce qu'on appelle des big bags amiantes, des grands récipients amiantes, avant d'être éliminés. Le transport donc, des déchets amiantes répond à la réglementation donc, transport matières dangereuses, avec donc, certaines obligations pour le chargeur, mais aussi donc, pour le transporteur qui doit être formé et disposer des autorisations nécessaires. Et on peut passer donc sur la diapo suivante où on voit donc l'élimination des déchets. Comme vous en a déjà parlé Madame Fournier, il y a deux possibilités aujourd'hui en France pour éliminer les déchets d'amiante. La plus répandue, donc l'enfouissement dans une alvéole spécifique, donc dans des installations de déchets non dangereux ou de déchets dangereux selon le type de déchet amiante. La deuxième possibilité, donc, c'est la destruction des déchets par vitrification. Le principe est en fait de faire fondre la fibre d'amiante dans un four à plasma avec à la sortie un matériau inerte qui est un genre de verre. Donc c'est un procédé qui a l'avantage de détruire définitivement la fibre d'amiante, mais dont le principal problème est le coût qui aujourd'hui est 10 à 20 fois supérieur à un traitement en enfouissement qui n'est déjà, lui, pas donné. Voilà. La traçabilité des déchets, on en a déjà un petit peu parlé également. Donc, depuis cette année, elle se fait sur une plateforme dématérialisée qui est Track Déchets, où donc on établit et on fait signer aux différents acteurs, donc maître d'ouvrage, détenteur du déchet, l'entreprise de travaux, et le transporteur et l'installation d'élimination, le bordereau de suivi des déchets pour chaque type de déchet du chantier, avec donc une disponibilité en ligne des documents pour pouvoir les récupérer. On va passer maintenant donc aux exemples de chantier. J'ai pris deux exemples, un chantier donc sous section 4 et un chantier sous section 3. On va commencer par le chantier de sous section 4, qui est donc la pose d'une isolation thermique par l'extérieur sur un bâtiment dont la façade comporte un enduit amianté. Donc l'exemple dont je parle concerne donc une entreprise d'isolation par l'extérieur qui n'a pas de personnel formé en sous-section 4 et qui doit faire appel à une entreprise spécialisée qui est souvent une entreprise donc, sous-section 3. Donc, comme pour tous les travaux qui concernent l'amiante, le gros point de l'intervention concerne la préparation, puisque tous les intervenants doivent être donc informés de la présence d'amiante sur la façade, notamment par exemple le prestataire qui va installer l'échafaudage, donc qui est informé de la présence d'amiante, qui soit dispose de personnel SS4 et donc peut faire ses ancrages sur la façade, soit n'en dispose pas et donc il faut
étudier la possibilité de stabiliser l'échafaudage par des contreforts, ou si ce n'est pas techniquement réalisable, basculer sur une intervention en nacelle qui est plus compliquée pour les intervenants, mais qui présente l'avantage de ne pas toucher à la façade. Au niveau donc, des occupants du bâtiment, c'est un chantier qui peut se faire en site occupé. Il est préférable de faire une information auprès des occupants, que ce soit des locataires ou des employés. Puisque bon, il y a le fait de voir des gens un peu habillés en cosmonautes avec leurs masques et leurs combinaisons, c'est vrai que ça a un impact un peu angoissant parfois pour certaines personnes. Et donc, une petite réunion d'information, un démarrage de chantier pour expliquer comment ça va se passer, quels sont les moyens de protection qu'on met en place, quels sont les contrôles qui seront réalisés, permettent souvent de tranquilliser les gens et de les rassurer un petit peu par rapport à la question de l'amiante. Donc l'intervention d'un point de vue technique se fait par phase, où il faut donc coordonner l'entreprise qui va faire les travaux sous section 4 et l'entreprise d'isolation par l'extérieur. La première intervention donc, concerne la pose des rails de départ en bas des façades. Il faut que ces rails soient préparés, découpés, implantés enfin, par l'entreprise d'isolation, puisque les opérateurs amiantes ont le savoir-faire pour intervenir sur des matériaux amiantés, mais non pas le savoir-faire spécifique des métiers comme l'isolation ou la plomberie, l'électricité, un peu tous les corps de métier pour lesquels on peut être amené à intervenir. Il faut également que l'entreprise d'isolation prévoit de mettre à disposition la visserie adéquate et tout ce qui ne touche pas, on va dire, spécifiquement à la question de l'amiante doit être fourni par l'entreprise d'isolation. Une fois donc que les rails de départ sont posés, ce qu'on a déjà fait nous sur chantier et qui marche plutôt bien, c'est que l'entreprise d'isolation prépositionne les blocs isolants sur les façades par collage, de façon à les maintenir provisoirement en place. On travaille façade par façade, et une fois donc que les blocs sont en place, l'entreprise d'isolation quitte le chantier. L'entreprise amiante pour l'intervention SS4 prend possession des lieux et réalise donc les percements pour le chevillage des panneaux isolants sur la façade. Ce percement, il se fait par l'intermédiaire de l'outil que vous voyez en bas à gauche de votre écran, qui est un outil de perçage qui permet en fait de créer à l'aide d'un aspirateur très haute efficacité adapté aux travaux sur l'amiante, de créer un vortex autour de la mèche du perforateur et de capter donc les poussières dès qu'elles sont émises. En complément donc des mesures, des protections mises en place pendant l'intervention, il est recommandé en sous-section 4 de faire malgré tout également des mesures d'empoussièrement. Donc c'est des mesures qui peuvent se faire sur opérateur, mais également en limite de chantier au niveau de l'échafaudage, voire à l'intérieur des locaux, pour contrôler que l'opération ne libère pas de fibres d'amiante dans l'environnement du chantier. Voilà donc pour un exemple d'intervention sous section 4 qui fait intervenir deux entreprises en coordination, une qui a la connaissance technique de l'opération et l'autre la connaissance de l'intervention sur des matériaux amiantés. Donc on passe maintenant à un exemple de chantier sous section 3. Toujours pareil, chantier, un exemple classique qui se retrouve assez souvent. On est dans le cadre donc de l'intervention dans les locaux d'une entreprise, notamment dans la base ville de cette entreprise, où le personnel a son réfectoire, le vestiaire, et puis les sanitaires et les douches. Donc ça peut être pour une mise aux normes PMR, par exemple, ou simplement pour une rénovation de locaux de sanitaires vétustes. Donc le rapport de repérage amiante avant travaux a été effectué. Il mentionne la présence donc de cols de faïence, de cols de plinthe et de cols de carrelage au sol amianté dans la zone de travail. Donc c'est le plan de repérage que vous voyez sur la gauche de l'écran, et le tableau récapitulatif issu du diagnostic sur la droite de l'écran.
Donc, nécessité de faire intervenir une entreprise certifiée sous section 3 pour retirer tous les matériaux amiantés avant de faire les démolitions des sanitaires pour ensuite reconstruire des locaux neufs. Donc, comme pour tous les chantiers désamiantage, la clé, c'est la préparation. Il y a un gros travail qui doit se faire en amont. Et l'entreprise de désamiantage n'est pas la seule à devoir prévoir des choses. Le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage, a aussi pas mal de choses à prévoir. Premier exemple, c'est le déménagement des locaux, puisque donc au-delà de simplement la partie sanitaire, l'entreprise sous section 3 va devoir installer son sas de décontamination et ses extracteurs d'air dans les locaux, notamment dans le réfectoire, ce qui impose le déménagement du personnel de l'entreprise qui accueille les travaux. Donc la solution là, qui a été retenue en préparation de chantier pour gérer ce point-là, c'est la location de constructions modulaires qui sont installés à l'extérieur sur le parking pour pouvoir accueillir en provisoire donc le personnel de l'entreprise qui reçoit les travaux et leur permet donc d'avoir à leur disposition un réfectoire, des vestiaires et des sanitaires. Un autre point de préparation de chantier qui revient au maître d'ouvrage, donc c'est ce qui concerne la consignation des réseaux et les raccordements provisoires de chantier. Il a fallu donc prévoir en amont l'intervention d'un électricien et d'un plombier pour condamner, consigner les réseaux électriques et les réseaux gaz dans la partie sanitaire et fournir à l'entreprise de désamiantage les PV de consignation qui sont un document indispensable pour pouvoir démarrer des travaux en sécurité. Donc c'est des interventions qui ont une certaine latence, puisqu'il faut commander l'intervention des entreprises concernées et recevoir ensuite les documents. Donc, c'est quelque chose qui mérite d'être anticipé. Pardon. On peut peut-être passer à la diapositive suivante, Vincent, donc, où on a l'exemple sur la gauche, c'est le schéma de la zone confinée. Donc, vous voyez en vert toute la zone qui a été mise sous confinement avec l'installation du sas personnel dans le réfectoire et les extracteurs dans le vestiaire. Les petits losanges roses correspondent aux entrées d'air, qui sont des entrées d'air maîtrisées, qui sont mises en place pour assurer un bon balayage de l'air en zone et donc éviter qu'il y ait des zones mortes où l'air chargé de fibres d'amiante risque de stagner pendant l'intervention des opérateurs. Et sur la droite, donc, vous avez un exemple de plan d'installation de chantier où, donc, à l'extérieur du bâtiment dans lequel se déroulent les travaux, vous avez une zone de chantier clôturée où se trouve une base vide, pour le coup, qui, elle, est utilisée par les opérateurs des amiantages. Le groupe électrogène de secours qui permet donc de garantir la continuité de l'alimentation électrique du chantier. Une zone provisoire de stockage des déchets amiantes où sont regroupés les déchets en attendant leur évacuation à la fin de l'intervention. Et donc sur le parking ensuite de l'entreprise, la zone où sont installées les constructions modulaires qui permettent de fournir le réfectoire et le vestiaire au personnel de l'entreprise qui accueille les travaux. Voilà. Donc, obligatoirement, s'agissant d'une intervention sur le site d'une entreprise, il y a un plan de prévention qui doit être en place. Et si plusieurs entreprises sont amenées à intervenir dans le cadre donc, du projet de réhabilitation des sanitaires, il faudra que le donneur d'ordre nomme un coordinateur sécurité et que les entreprises donc, fassent leur visite à inspection commune et produisent un PPSPS. Voilà, et donc ça, ce chantier, c'est un chantier qui a demandé 1 mois et demi de préparation pour coordonner tous les acteurs et qui, in fine, a duré en termes de désamiantage 3 jours. Un jour de confinement, 2 jours de retrait, plus après donc le repli de chantier après la réception des mesures de restitution. Donc voilà, ça permet un petit peu de mesurer la quantité de travail qu'il y a effectué en préparation pour des opérations qui parfois sont d'une durée relativement courte. Voilà, donc j'ai terminé avec mon intervention et je vous remercie pour votre attention. Merci à tous les deux en tout cas pour avoir détaillé tout ça. Je pense que
on a pu donner des bonnes clés de lecture et des exemples concrets aux entreprises. C'est vrai que c'est assez parlant. Enfin, un mois et demi de préparation pour 3 jours de chantier. Ça montre bien toute l'anticipation et la réglementation qui sont présentes pour essayer d'anticiper un maximum. Je vais essayer d'avancer du coup, puisque je vois que l'heure tourne et que certains ont peut-être des contraintes horaires à partir de 16 heures. Donc juste, comme habituellement, on a fait une partie bibliographie. Donc je ne détaille pas, mais vous l'aurez dans le support avec l'ensemble des brochures qui vous ont été présentées, que vous pouvez retrouver en simple clic ici. Voilà, les plaquettes qui sont mises à disposition également par le ministère sur les obligations de repérage avant travaux. On a la chance aussi en région Occitanie d'avoir un dispositif spécifique qui s'inscrit dans le cadre de la transition énergétique que met en place la région. Donc voilà, c'est un dispositif d'aide pour désarmer un tâche de toiture dans le cadre où en fait vous allez installer de la production d'énergie renouvelable sur votre toiture en remplacement. Donc voilà, le lien pareil est actif, donc vous pouvez retrouver l'ensemble des contacts, tout ce qui est éligibilité, le financement, les dossiers sur ce lien-là. Voilà, et également tous les liens utiles, donc notamment site INRS, on a parlé de le PRST, voilà, le lien aussi vers l'entreprise qui a fait sa présentation, et on a également les liens du coup des replays. Voilà, si vous souhaitez consulter ce webinaire ou les autres, vous retrouvez nos enregistrements ici. Voilà, donc du coup, on va passer à la partie questions-réponses. Donc Valérie, j'ai pu passer quelques questions chat, je te laisse voilà, les poser à nos deux intervenants, s'il te plaît. Oui. Alors, j'ai vu passer 4 questions et une observation. Je vais commencer par l'observation. C'était la dernière observation. Un remerciement à Monsieur Caminade pour ce rappel concernant les mesures d'empoussièrement trop souvent oubliées, notamment après les travaux. Donc, c'est un participant qui vous remercie vivement pour cette intervention. Ensuite, si je reprends les 4 questions, la première était: est-ce qu'on a une définition des enrobages de calorifugage? Alors, pour moi, le calorifugage, c'est un enrobage d'une tuyauterie. Donc, l'enrobage d'un enrobage, je ne vois pas trop à quel matériau on fait référence. Bon, pour autant, l'opérateur de repérage, lui, dans le cadre de sa formation, acquiert un certain nombre de données pour savoir quelles sont les informations disponibles sur les matériaux susceptibles de contenir de l'amiante. Donc, dans le domaine des calorifuges, je pense que c'est à travers la formation que l'opérateur de repérage certifié aura les éléments pour bien renseigner le donneur d'ordre sur ces éléments. Je ne sais pas si Monsieur Caminade, vous avez des éléments complémentaires par rapport à ça. Oui, mais peut-être un retour d'expérience par rapport au cas de figure rencontré sur chantier. Donc, au niveau des calorifugages, on a autour du tuyau l'isolant et la coquille qui le maintient en place, qui peut être bitumineuse ou plâtreuse. Alors, donc l'isolant comme la coquille peuvent être amiantés, mais c'est vrai que nous, en retour d'expérience, on a quand même plus souvent les coquilles amiantées. Donc la partie extérieure du calorifugage qui maintient l'isolant contre le tuyau. Merci. Alors, la deuxième question. Un facteur qui transporte des enveloppes de prélèvement contenant des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante est-il concerné par une formation SS4? Alors, je commence la réponse. Les matériaux qui ont été prélevés, ils ont été prélevés par un opérateur de prélèvement qui fait partie d'un organisme qui aura été accrédité. Donc cet organisme doit intégrer une façon d'intervenir et de technique qui sera avec vraiment un cahier des charges précis et qui doit intégrer la protection du préleveur lui-même. Donc le préleveur, lui, il doit disposer d'une formation SS4, c'est clair et net. Ensuite, pour la qualité de son matériau qui aura été prélevé, il faudra qu'il soit dans un emballage qui soit suffisamment sûr pour que le transport n'altère pas la qualité du matériau. Et donc cet emballage sûr fait que les personnes qui seront amenées à transporter, et notamment le facteur,
ne sont pas susceptibles d'être exposés à des fibres d'amiante. L'emballage lui-même devra être suffisamment protecteur, étanche à l'eau et à l'air pour pouvoir assurer la qualité du matériau. Donc, le facteur de la Poste n'est pas justifié, à mon sens, qu'ils reçoivent une formation SS4. Très bien, merci. Ensuite, une question sur les sanctions. Quelles sanctions si le donneur d'ordre place un chantier en SS4 au lieu de SS3? Alors, là, j'allais dire, il n'y a pas une sanction qui est précise comme je l'ai présenté tout à l'heure, par rapport à l'obligation d'établir un repérage, avant travaux. Pour autant, ce classement induit derrière un certain nombre d'actions, sur le choix de l'entreprise, qui va ensuite, donner, des conséquences sur la qualité, de l'intervention et la protection des occupants. Le fait de ne pas choisir correctement la section en engage la nature et la qualité des travaux et peut donner lieu à des situations exposantes qui peuvent conduire finalement à ce qu'on puisse relever le cas échéant, hein, je ne dis pas que c'est systématique, mais le cas échéant, on peut être dans une situation de mise en danger de la vie d'autrui. Donc là, on est sur des sanctions pénales qui peuvent aller relativement loin. Donc, c'est pas neutre de faire ce choix. Alors, on a un logigramme de la DGT, de la Direction générale du travail, qui aide les donneurs d'ordre à orienter la classification qui résulte de la situation rencontrée. Bon, voilà. In fine, c'est la protection des opérateurs, c'est la protection des occupants. Euh, donc voilà, j'ai pas une tarification simple à vous donner. Par contre, on s'inscrit dans un cadre un peu global où des sanctions relevant du code pénal peuvent être éventuellement retenues. Merci. Et enfin, une dernière question à laquelle je pense que vous avez déjà répondu. Y a-t-il un BSD à rédiger lors de l'évacuation de l'amiante? Je vous laisse, Monsieur Cabinade, puisque vous en avez parlé. La réponse est oui. Voilà. Voilà, donc oui, effectivement, il est obligatoire d'accompagner l'élimination des déchets amiantes par un bordereau de suivi des déchets, donc qui depuis peu se fait de façon dématérialisée sur la plateforme Track Déchets, sachant que pour l'élimination des déchets, il y a des démarches préalables qui doivent être réalisées. C'est-à-dire l'émission d'une fiche d'identification de déchets qui est transmise au centre d'enfouissement ou à l'éliminateur retenu, qui, en retour, établit un certificat d'acceptation préalable des déchets qui doit être en possession notamment du transporteur lorsqu'il évacuera les déchets. Donc, pareil, une démarche à anticiper. Merci. Et c'est les seules questions que j'avais repérées. Bon, très bien, moi aussi. Écoutez, dans tous les cas, merci à tous de nous avoir suivis. Merci à l'ensemble des intervenants du coup qui ont participé. Je pense qu'ils ont apporté vraiment des réponses claires et précises. Dans tous les cas, s'il y a des questions complémentaires, vous avez les mails de vos conseillers CC qui feront le relais. Ils vont vous envoyer le support également. Et voilà, pour ceux qui ont un petit peu de temps, merci de rester avec nous pour compléter le questionnaire de satisfaction comme le fait habituellement. Et voilà, encore merci à tous. Et du coup, rendez-vous en 2023, on continue les webinaires. On démarrera en février. D'ici là, on vous enverra le programme pour le premier semestre. Merci à tous. À très bientôt.